Donc Nicolas Fangeau, Véronique Charbonnel. Véronique Charbonnel, Airbus Opération. On va expliquer un peu plus. Hop, on va passer. Donc, on vient pour ce témoignage sur l'utilisation de l'iFray que nous avons fait en interne. Rapidement, on est Airbus Opération. Donc, dans Airbus, vous avez Airbus Civil Aircraft, Airbus Defence and Space et Airbus Hélicoptère. On est la partie Airbus Civil Aircraft, mais vous verrez que suite au succès de notre projet, il est en cours de déploiement. Il a été rentré en production la semaine dernière chez Airbus Hélicoptère. Airbus Civil Aircraft, 55 000 employés. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce chiffre ne représente que finalement un tiers de nos utilisateurs, puisqu'on a plus de 150 000 sous-traitants. La plateforme s'adresse à l'ensemble. Le deuxième chiffre sur lequel on peut s'arrêter, c'est 10 années de backlog. Ça veut dire qu'en fait, au rythme de production actuel, on a pour 10 années de production, ce qui est aujourd'hui une problématique pour nous, puisqu'en fait, si vous commandez un avion maintenant, vous l'aurez peut-être dans 10 ans. Ça fait à peu près 6500 avions dans le backlog. C'est pour ça que notre IT a besoin de s'accélérer, d'aller plus vite, et c'est pour ça qu'on a choisi notamment des solutions open source. On va y revenir. Notre localisation, donc juste pour expliquer rapidement qu'on a des usines d'assemblage aux US, en Chine, en Allemagne et sur Toulouse, en France. Et on est au niveau de l'IT présent sur l'ensemble du globe. On n'est pas présent rien qu'en Europe. Donc nos applications, donc le projet l'iFray, concerne l'ensemble du globe, l'ensemble des utilisateurs au niveau mondial. Il ne se focalise pas rien que sur un pays. Rapidement, c'est juste pour vous donner une idée en termes de taille, de sizing de l'infrastructure d'Airbus. On va desservir à peu près 370 000 utilisateurs. À peu près, on arrive sur un ensemble de 100 000 postes de travail et 13 000 serveurs. Donc le projet, on va vous le présenter. Il concerne un outil pour le support des utilisateurs IT. Et donc, ce sont les utilisateurs des 100 000 postes de travail et c'est les 368 000 personnes. Voilà. Donc, la problématique qu'on avait, pourquoi on a choisi l'iFray? La problématique qu'on avait, c'est on travaille, nous, dans la partie ITSM, Véronique et moi. Et donc, la problématique que nous avions était, on avait un backbone autour d'un produit ITSM et on avait d'autres backbones autres dans l'entreprise et plusieurs applis qui avaient été créées dans l'entreprise parce qu'on n'arrivait pas à développer ce type de fonctionnalité dans nos backbones. On a mis en place un autre backbone qui a été open source et nous permettait d'avoir plus de flexibilité pour essayer de déplacer toutes ces petites applications qui sont une quarantaine ou soixantaine dans notre système d'information dans un nouveau backbone. Voilà. Et une des problématiques qu'on a eues à la fin, donc on la verra à la fin, c'est d'avoir un système intégré pour les utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, en multipliant donc, des backbones et les points, les applications qu'on a à satellite, en les remettant dans un backbone, il ne nous restait que 3 ou 4 backbones, mais il fallait avoir pour les utilisateurs un point d'entrée unique. Voilà. Pourquoi on est allé vers de l'open source? Aujourd'hui, en fait, on a utilisé l'open source à une finalité, vous allez voir, pour booster l'efficiency des people, pour booster l'efficiency des équipes de développement, des équipes internes. Donc en fait, on est parti d'une problématique très simple, un projet. Et on a dit comment on peut, à partir de ce projet, faire de l'open source. Donc notre projet, ça concernait l'ITSM. Et on a dit on va utiliser l'open source avec les arguments un peu traditionnels. Donc l'ORTCO, l'implémentation Quick. Nous, c'était aussi de réduire la dépendance par rapport aux vendeurs, donc nos vendeurs classiques, et être plus innovatif. Bon, aujourd'hui, sur des sujets comme le big data, même les vendeurs traditionnels utilisent de l'open source parce qu'ils ont du mal à rattraper la vitesse à laquelle l'open source va. Voilà. Mais ça, c'était des arguments un peu traditionnels. Et pour nous, ce qu'on visait, c'était les way of working. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on visait de booster la productivité des people. Si vous avez des outils qui marchent, qui vont plus vite, qui produisent plus, ce qui coûte le plus cher aujourd'hui, c'est souvent les gens, la main-d'œuvre. Donc, pour augmenter la productivité, il faut trouver des moyens. Donc, nous, on s'est dit, on va s'appuyer sur l'open source pour augmenter la productivité. Pourquoi? Parce qu'en fait, en interne, on voulait changer nos méthodes de travail. Et on a inventé ce qu'on appelait les Open Way of Working, qui se basent sur 4 Golden Rules. Donc, la transparence, la collaboration, share, le partage et l'empowerment.
Alors, l'empowerment, c'est juste la capacité de prendre les décisions soi-même sans tout le temps aller voir son responsable. Voilà. Ce qui aujourd'hui, en fait, de prendre des réunions permanentes ou pour prendre une décision ou d'envoyer 10 emails pour prendre une décision bloque la majorité des projets et donc augmente leurs coûts. Un grand classique dans les grandes entreprises. Notre but, en fait, était de pouvoir aller plus vite et livrer plus vite à nos clients. Pourquoi ? Pour pouvoir augmenter la cadence des avions, puisqu'en fait, on va vouloir produire plus d'avions. Actuellement, on a à peu près entre 45 et 50 single L, c'est du type 319, 320, 321. Et on doit passer à 60 par mois d'ici mi-2019. Et un autre exemple, actuellement, on a produit l'année dernière 670 avions. On doit en produire 720 cette année. Et on doit produire à peu près 1000 d'ici 2019. 2019-2020. Donc vous voyez qu'il y a une montée en cadence. Donc il faut que l'outil IT aille plus vite. Et pour ça aussi, on a un programme de digitalisation au niveau d'Airbus pour pouvoir fournir des nouveaux outils aux usines d'assemblage, aux usines aussi, pour pouvoir aller plus vite, produire plus vite. Voilà. Et donc l'open source chez Airbus, c'est une réalité. Donc si vous googlez open source Airbus, vous trouverez différents articles. Donc on a eu un prix pour un projet ITSM. Il y a différents articles qui expliquent nos stratégies sur le cloud et autres. Par exemple, là, il y a eu aussi un article par rapport à ce projet sur le portail. On supporte beaucoup l'open source. Et je suis moi-même la semaine prochaine à Orlando. Ça, c'est la semaine 2. À Boston. À Boston et après à Orlando. Boston pour le Red Hat Summit, pour parler notamment de l'open source et de l'automatisation avec des outils open source. Voilà. Ok, donc là on va parler un petit peu plus en pratique sur le portail qu'on a livré. Donc ça c'est la feuille de route qu'on nous avait donnée au départ, avec donc d'être en capacité de livrer un portail self-service dans lequel on va proposer de l'automatisation de résolution pour les utilisateurs. Quelque chose qui soit personnalisé, donc l'utilisateur retrouve bien ses incidents, les alertes qui le concernent, ses requests, ces devices, notre capacité aussi à fournir un store pour tout ce qui est demande d'équipement, demande d'application, la possibilité d'avoir ça sur le PC mais aussi sur une appli mobile et avoir quelque chose d'intégré avec les autres outils de l'entreprise qui sont les outils HR, d'achat et de finance. Et ce portail, on l'a appelé IT Services. Alors, comment ça s'est passé ? En fait, ce qu'on a souhaité, c'est d'avoir je ne trouve plus mes mots en français, involvement, donc un engagement très très important des utilisateurs. L'objectif, c'était bien de donner de l'autonomie à l'utilisateur dans son expérience au quotidien avec l'IT qu'il utilise, et de fédérer tous les outils dont il a besoin pour avoir du support IT en un point unique. Donc, en fait, on a utilisé la solution Liferay. Alors, déjà, le choix a été fait de partir sur du full open source. On a utilisé la solution Liferay comme backbone pour construire ce portail, avec de l'Eclipse, du Tomcat, du Linux... Et on a complètement standardisé toute la partie interface sur les back-ends. Donc on sert aujourd'hui effectivement plus de 100 000 utilisateurs. Et la façon dont ça s'est passé, donc on a démarré en janvier l'année dernière, en 2016. En 2 mois, en fait, on avait construit une première version du portail qui certes n'était pas aboutie, mais qui avait les fonctionnalités qui nous paraissaient suffisantes. Et on a démarré un pilote. Donc 2 mois plus tard, on démarrait un pilote. Forcément, on a commencé dans notre petite communauté IT et très rapidement, au mois de mars, on l'a livré à 4500 utilisateurs qui ont été des utilisateurs test. Donc ces utilisateurs, ils étaient au travers de l'Europe et on a fait un focus particulier sur une usine qui était en Angleterre et qui nous permettait d'avoir toutes sortes de business. Que ce soit des gens qui font de la production, de la finance, des achats, de l'engineering, pour avoir leur feedback. Et en fait, on est rentré dans une séquence où ils avaient sur le portail la possibilité de donner des commentaires. Et du coup,
toutes les 2 semaines, on avait une nouvelle release parce qu'on regardait les commentaires, les feedbacks, on faisait des votes, de l'arbitrage et du développement. Donc on a eu une dizaine de releases en 2 mois et demi. Donc c'était quand même très soutenu. Et au mois de juin, on a décidé, donc on a eu le go en fait des gens du pilote qui nous ont dit OK, c'est bon, on vote, le portail est mature, vous pouvez déployer. D'un point de vue technique, on n'avait aucun souci. Donc on a déployé en 2 semaines avec, en fait tous les 2 jours, on déployait un pays. Donc on a déployé la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne en 2 semaines. Et ensuite, on a fait les sites worldwide. Donc voilà, en 6 mois, on avait un déploiement, même en moins de 6 mois, puisque ça c'était début juin, on a déployé à toute l'Europe et aussi aux US et en Inde et en Chine. Donc on va peut-être continuer. Alors, là, on va faire un petit focus sur les différentes fonctionnalités de ce portail. Il y a une partie qui est très intéressante pour les utilisateurs, qu'on a appelée nous May I Help You. En fait, c'est quelque chose qu'on a construit un peu comme un Google Search. Bon, on n'a pas la puissance du Google Search quand même, on ne va pas exagérer. Mais néanmoins, au travers de ce search, les gens en fait rentrent des mots-clés et ils vont ressortir des articles de connaissances, ils vont ressortir aussi des arbres de décision, des templates d'incidents, des vidéos qui vont être des petits tutoriaux sur des fonctionnalités et aussi des alertes. Donc en fait, ça se présente comme ça. Donc là, par exemple, il tape Katia, puisque en fait, on supporte tout, y compris des applications très métiers comme Katia. Donc pour Katia, par exemple, ils vont trouver des articles de connaissances, ils vont trouver des vidéos sur des petites problématiques Katia. Donc ça, c'est quelque chose qui est très apprécié par les utilisateurs. En ce qui concerne la base de connaissances elle-même, on l'a construite sur de l'Elasticsearch en cluster. On a aujourd'hui à peu près 900 articles de connaissances, mais c'est un chiffre qui bouge tous les jours, en fait, puisque c'est un travail continu des équipes de créer et de mettre à jour des articles de connaissances. Et les utilisateurs ont la possibilité de faire un commentaire sur un article. Si par exemple il y a quelque chose qui ne leur paraît pas très approprié, ils ont la possibilité aussi de dire que ça les a aimés et ça les a aidés et qu'ils aiment. Et ils peuvent aussi partager cet article avec un collègue parce qu'ils savent qu'il a la même problématique. Et le partage va se faire par mail. Hop, voilà, je passe. Alors, les arbres de décision. Alors ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer actuellement. On est en cours de finalisation. C'est basé sur la solution BRMS de Red Hat. Et c'est aussi donner la possibilité aux utilisateurs de passer au travers d'un certain nombre de questions-réponses pour affiner leurs problèmes techniques, parce qu'en général, là, c'est plus sur de la problématique technique. Et enfin, au bout de cet arbre de décision, soit ils ont un article de connaissance qui va correspondre exactement à leurs besoins, soit on n'a pas su leur donner la réponse, et on va leur proposer de créer un incident. Néanmoins, cet incident, il aura une vraie valeur ajoutée, puisqu'on saura exactement par quelle étape il est passé pour arriver à cette situation. Donc ça va beaucoup aider les équipes de niveau 2 qui vont ensuite prendre en charge l'incident. Alors, on a un portlet aussi qui s'appelle My Incidents. Donc au travers de ce portlet, les gens ont la possibilité de créer de nouveaux incidents, de faire des mises à jour d'incidents. Donc là, il y a une vraie interaction avec les équipes IT. Par exemple, pour dire j'ai besoin d'un rendez-vous, vous ne m'avez pas rappelé, j'ai un nouveau problème, j'ai tel message erreur. Ça va dans les deux sens. Les équipes IT peuvent aussi interagir au travers de ce portlet et faire remonter des infos à l'utilisateur. Et évidemment, ils peuvent faire le suivi de leurs incidents. Alors ça, on est basé sur une API Java.
puisque notre solution aujourd'hui pour faire de l'incident management, c'est Remedy de BMC. On propose aujourd'hui un peu plus de 300 templates incidents, puisque l'objectif, c'est bien d'essayer quand même de faire une pré-catégorisation de l'incident qui soit facilement exploitable ensuite par soit directement le service desk, soit le niveau 2 à qui on va assigner directement. Qui est le moins de choses ensuite à recatégoriser sur l'incident. Et aujourd'hui, on a à peu près 30% des incidents, de la totalité des incidents, qui passent non plus par le service desk, par un call ou par un mail, mais directement par cette interface. Alors, on a comme objectif de faire grossir encore ce chiffre. Hein. Nous, ce qu'on aimerait, c'est arriver à 50%. Mais voilà, tous les mois, en fait, ce chiffre augmente. Donc, c'est plutôt un bon signe. Évidemment, il y a beaucoup de copies d'écran. Je ne voulais pas, je vous en fais grâce. Alors, il y a aussi un portlet My Request. Alors, chez nous, les requests, c'est j'ai besoin d'un nouveau PC, je veux m'installer une application, j'ai besoin d'un softphone, ce genre de choses. C'est un nouveau besoin. Aujourd'hui, dans l'implémentation qu'on a faite, on ne propose pas encore la création directement depuis le portail. Néanmoins, on leur propose de suivre le déroulé de leur request au travers du portail. Ça fait partie des futures évolutions qu'on va faire. Et aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 requests par mois qui sont faites par les utilisateurs, avec majoritairement des demandes d'accès à des applications ou des installations de software. C'est le top 2 des requests. My Password. Alors, je ne sais pas chez vous, mais alors chez nous, les passwords, c'est le top 1 des problèmes, des appels, des soucis, et notamment au retour de vacances. Donc on a proposé sur le portail d'avoir un accès direct à un outil de reset de password. Alors évidemment, on ne gère pas toutes les applications de l'entreprise, hein, parce qu'il y en a quand même énormément. On en gère quand même un peu plus d'une trentaine, avec notamment tous les systèmes SAP, le compte Windows, bien évidemment, et ça au travers d'une interface RESTful. Et on donne la possibilité aux gens d'avoir un reset de password, soit par mail, on va leur envoyer un mail, soit par SMS, soit directement sur la fenêtre du portail. Un des derniers portlets, je pense qu'on va... Non, c'est l'avant-dernier qu'on va vous présenter, c'est My Device. Donc là, en fait, on présente à l'utilisateur, parce que ça, c'était quelque chose qui était avant complètement opaque pour lui. Il ne savait pas dans le référentiel ce qui était vraiment de sa responsabilité. Donc là, on lui présente le PC qu'il utilise, le téléphone qu'il utilise, on a tout en fait là-dedans, que ce soit les différents types de PC, stations Unix, Mac, les portables, les téléphones fixes aussi, les tokens pour se connecter hors nomade. Et on donne aussi, au travers de cette application, il y a un petit... ici, vous voyez un petit rond. En fait, ça, c'est pour savoir si j'ai accepté la charte informatique qui me donne mes droits et mes devoirs sur l'utilisation que je fais de l'informatique. Donc là, c'est orange, donc ça veut dire que pour l'instant, je ne l'ai pas accepté, donc il va falloir que je fasse quelque chose pour accepter ça. Je pense que là, j'ai fait le tour. Alors, il y a un portlet qui nous aide beaucoup au quotidien, enfin qui aide beaucoup au quotidien les gens qui s'occupent du service desk et qui aide vraiment à la diminution du nombre d'appels, c'est le portlet My Alerts. Donc au travers de ce portlet, on donne un état des services. Alors là aussi, c'est pareil, hein, c'est pas tous les services.
Aujourd'hui, on présente une 50aine d'applications. C'est des choses qui vont grossir aussi au fil du temps. Et on donne à l'utilisateur la possibilité de voir si, effectivement, il y a déjà une alerte en cours sur quelque chose qu'il n'arrive pas à faire. Et auquel cas, ce n'est pas nécessaire qu'il appelle le service desk, mais il a la possibilité de dire « oui, je suis impacté ». Il a une petite icône sur l'alerte pour préciser qu'il est impacté. Donc déjà, ça le rassure, il sait que quelqu'un est en train de travailler dessus. Et par défaut, on a un certain nombre d'applications, comme par exemple le mail ou WebEx, qui sont publiées à tout le monde. Et ensuite, on offre la possibilité aux gens de se customiser leurs alertes en fonction de leur métier. Donc, si par exemple je travaille à l'engineering, je vais avoir Katia m'intéresse, je vais m'abonner à Katia. Si je travaille plutôt à la finance, je vais m'abonner à un système SAP qui traite plutôt de la finance. Voilà, sur cette partie-là. Et on a rajouté à ça, alors ça on ne l'avait pas dans un premier temps, et on l'a rajouté quelques temps après, la notification. Donc les gens ont aussi la possibilité de dire, sur un type d'alerte, je veux être notifié. Donc je veux savoir, par exemple, moi, quand un certain module de PLM ne fonctionne pas, ou quand il va y avoir une maintenance annoncée, je veux être notifié. Et je veux aussi être notifié quand ça remarche à nouveau. Voilà, pour être un petit peu plus interactif avec l'utilisateur. Là-dessus, typiquement, on s'est vraiment basé sur le module notification de Liferay. On n'a rien fait de spécial. Hein. On n'a fait que réutiliser ce qui existait. Je vais te redonner la parole. Exactement. Alors, je ne sais pas, on fait les questions-réponses à la fin ou à la fin? D'accord, comme ça, éventuellement, on reviendra sur les slides. Je vais parler rapidement de l'infrastructure qu'on a mis en place. Donc, comme on avait dit, on était que sur de l'open source. On a installé la stack Liferay sur du classique, du Apache Tomcat, du MariaDB pour les bases de données qui sont en cluster avec du Galera. De Elasticsearch qu'on utilise pour d'autres systèmes derrière. Notre CMDB, c'était du GitHub. Et tous les OS, c'est du Red Hat Enterprise. Donc ça, c'était assez classique au niveau de ce qu'on a au niveau de l'infra. Et au niveau de l'infra, on a fait un diagramme rapide. Les utilisateurs arrivent par une VIP qui sera envoyée vers 2 proxys qui font du load balancing. Et après, on va avoir des front-end, donc Tomcat. Et on va être renvoyé, donc ça se mélange un peu. Les front-end avec le Tomcat et le Liferay sont connectés via une VIP à un cluster de base de données. Ils peuvent être aussi connectés à notre Search Engine via la VIP qui est ici est en OpenSearch. Elasticsearch, excusez-moi. Et ici, ma VIP avec mes backends qui vont renvoyer sur différents systèmes qui sont en Tomcat. Voilà. Alors, ce qu'on peut peut-être quand même rajouter, c'est que depuis notre entrée en service du mois de juin l'année dernière, on a eu 0 arrêt de service. Mis à part nos livraisons de release, où là on fait une maintenance qui est annoncée, mais sinon on n'a jamais eu d'arrêt de service. Voilà. Les livraisons et les nouvelles versions, ça nous prend à peu près une demi-heure à livrer sur l'ensemble. Et après, ce qu'on fait, c'est que pendant une demi-heure, nous, on préfère tout arrêter pendant une demi-heure, tous nos front-end, plutôt que de faire des arrêts, garder le cluster qui fonctionne. Voilà, on arrête tout et on redémarre après la demi-heure. Donc, une demi-heure reste raisonnable, c'est à peu près une fois par mois. Parce qu'on est en mode agile, en fait. Donc, à peu près une fois par mois. Et au niveau des résultats, donc, j'ai pris la semaine du mois de janvier, puisqu'en fait, le retour de congé, souvent, il y a beaucoup plus de consultations de tout ce qui est service desk. Donc ça vous donne une idée, on est à 16 000 à peu près pages vues par jour. Le nombre de visites depuis, donc c'était à hier, depuis juin. Le nombre de pages vues, donc depuis, donc ça fait combien de juin l'année dernière à avril de cette année. Voilà. 10 mois. Voilà, 10 mois. Le nombre d'actions par visiteur et le nombre de pages, le temps de génération de chaque page, donc vous l'avez là à peu près. Sur ce graphe-là, en fait, j'ai représenté le nombre de pages vues par rapport au temps de génération. Donc on voit que malgré le nombre de pages vues soit assez élevé à certains moments, ou moins, il reste toujours le même, en fait. Voilà. Et ça, c'est d'un point de vue
réellement le bénéfice pour nous en tant qu'utilisateurs au niveau fonctionnel. Donc on peut voir en fait, ici on est parti au mois d'août, donc on avait fait l'entrée en service au mois de juin. Mois d'août, on avait encore très peu d'utilisateurs finalement. C'était creux quand même le mois d'août pour oui. tout le monde. C'est mois d'août en France, c'est creux, oui. Le mois de septembre, on commence à avoir les utilisateurs qui adoptent la solution et on voit que ça augmente. Ici, c'est les templates. Donc, comme on a dit, on a des templates par type d'incident, donc printer ou autre, et on voit le nombre d'utilisations. Donc, avec ça, on peut traquer, on peut améliorer. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est à partir donc d'août, comme je disais, on a ici le nombre d'incidents dans notre outil. Et ici, en fait, le nombre d'incidents créés à travers la solution et l'augmentation. Donc, on est passé de 0,7% à 7%, à 15%, à 24%, pour maintenant être à 30%. Donc, tout ça, c'est des incidents que vous retirez, vous voyez. On les retire en moins de la liste d'incidents créés sur l'outil. Et si on regarde, en fait, le graphe depuis le début, voilà, on a des creux, bon, parce que c'est des creux de vacances, mais après, on voit que c'est en constante augmentation. Voilà. Donc concrètement, on réduit notre nombre d'appels au service desk et puis les utilisateurs débloquent eux-mêmes très rapidement la solution, leur problème. Alors, tu ne l'as pas vu, mais la dame, elle nous a fait 10 minutes. 10 minutes, on accélère, mais on a pratiquement fini. Je vous rassure. Le problème, en fait, et vous l'avez vu sur le slide d'avant, c'était de faire adopter la solution, puisque comme je disais, on est rentré en service au mois de juin, et vous voyez qu'on n'en avait que 519 incidents créés sur la plateforme au mois d'août. Malgré les vacances, il y a les vacances en plus. Donc ça veut dire beaucoup de change management. Donc en fait, la problématique la plus importante pour nous, c'est le change management. Comment faire adopter la solution? Donc on l'a fait adopter parce qu'on a fait participer les utilisateurs dès le départ au projet. Mais surtout, après, on a travaillé beaucoup avec les utilisateurs. Donc on a fait des exemples, c'est des sorties de cantine, c'est des intranets spécifiques, c'est des leaflets, donc des documents dédiés aux fonctionnalités pour les utilisateurs. Ça, c'est par exemple des pas qu'on a collés au sol dans les bâtiments pour que les gens aillent vers des guichets où il y avait des informations sur la solution. Donc on a fait des pas pour... on a créé des slogans. Voilà, manage our IT empowerment, connect before call, self-service is coming. Donc on avait collé ça un peu partout dans tous les bâtiments et les gens allaient vers... voilà. On n'a pas notre PC, mais aussi on a sorti des autocollants que les gens ont pu coller un peu partout. Donc ça fait beaucoup. Mais on a fait... C'est des choses qui ne coûtent pas très cher. Hein, ouais, et ça permet de faire beaucoup de promotions. Un autre exemple, sur tous les PC, en fait, l'icône pour accéder à l'application a été déployée. Et on l'a dans la barre de démarrer, on l'a aussi la barre à côté, en bas. Donc les gens ne peuvent pas louper l'icône pour accéder à l'application. Voilà. On les force de plus en plus. Donc ça, c'est des exemples de leaflets. Comment utiliser le virtual agent, comment créer un incident, gérer mes liens sur l'application. Donc les exemples de leaflets aussi qu'on a mis à disposition des utilisateurs. Voilà, plus des posters qu'on avait mis un peu partout. Donc une assez grosse équipe sur ce type de projet au niveau de la communication. Ça peut représenter jusqu'à 20 à 30%, voire 40% du projet, hein, en termes de taille. Donc les facteurs clés du succès, pour nous, ça a été l'open source. Puisqu'en fait, avec l'open source, on a pu rapidement, en trouvant le bon partenaire, utiliser la solution et mettre en œuvre la solution. Parce que c'est très standard. Voilà. Grâce à l'open source, on a des solutions très standards et interopérables. Donc ça a été un gros facteur de succès. Ensuite, évidemment, un des deuxièmes gros facteurs, c'est embarquer les utilisateurs avec nous, qu'ils fassent complètement partie du projet. Alors c'est vrai que c'est pas forcément simple, hein, parce qu'ils ont beaucoup d'attentes, donc il faut beaucoup les écouter et aussi leur expliquer qu'il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire. Mais néanmoins, les embarquer avec nous, ça nous a vraiment permis d'arriver à une maturité de fonctionnalité qui soit vraiment intéressante pour eux et qu'on bâtisse pas un outil pour nous. C'était vraiment pour eux qu'on le baptisait, qu'on le bâtissait. Voilà. Et évidemment, comme tu l'as juste présenté, la communication, la gestion du changement, sans ça, on aurait pu livrer quelque chose de super. Si on ne communique pas dessus, il n'y a personne qui l'utilise. Donc ça, c'était très important aussi. Et finalement, en fait, la conclusion, c'est que le self-service, aujourd'hui, il est juste nécessaire dans toutes les sociétés. User experience, on en entend tous parler, persona, on travaille beaucoup avec le Gartner sur tous ces sujets-là. Et donc pour nous, c'est la solution qui est nécessaire. Et on a une grosse transformation digitale en ce moment. On va vraiment dessus sur toutes nos applications, on change notre manière de travailler.
Donc aujourd'hui, le self-service et les utilisateurs, on est user-centric. Donc ça a changé aussi notre vision et c'est un des premiers projets qui est sur ce nouveau type de vision et qui focalise beaucoup plus sur les utilisateurs et leurs besoins. C'est plus de l'IT pour l'IT, c'est l'IT pour les business. C'est un mode de fonctionnement un peu différent. Et voilà. J'ai fini. Donc, on est bon. Questions. S'il y a des questions. Et oui, en fait, comme je disais, on a déployé chez Airbus au mois de juin l'année dernière. Et là, on vient de déployer chez Airbus Hélicoptère il y a la semaine dernière. Donc, suite au premier succès, les autres divisions viennent nous voir et nous demandent de déployer pour eux. Voilà. Et en fait, le portail est quasi identique, avec un hélicoptère en fond au lieu d'un avion, et juste les interfaces qui changent, en fait. Voilà, le portail est identique. Alors j'essaie de retrouver une photo du portail. Il y a beaucoup d'imprimes écran, mais on en avait un là. Et en fait, ouais, on le voit pas bien, mais il y a un avion derrière. Mais voilà, là il y a un avion derrière, et eux ils ont un hélico. Et en fait, on a juste un bouton qui reconfigure tout leur portail par rapport à leurs interfaces ou autres. C'est voilà, en un bouton on change de division. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai vu que vous avez commencé au mois de janvier, vous avez livré au mois de juin. Et comme il y a pas mal d'intégration avec des systèmes tiers, j'aimerais savoir comment vous avez pu gérer le rythme et y livrer dans un laps assez court, disons. On avait quelqu'un de super bon avec nous. Les interfaces, je vais répondre, c'est plutôt... Les interfaces sont simples en fait. Ce qu'on a fait, c'est que quand on revenait sur le... En fait, un des problèmes qu'on avait chez nous, c'est beaucoup d'anciens systèmes avec beaucoup d'interfaces, avec des échanges de fichiers. Ça arrive assez souvent. Et en fait, c'est pour ça qu'on a créé ces deux serveurs. Ces deux serveurs font interface avec tout le reste et mettent en œuvre du reste. Et on a recréé des interfaces en reste ici. Et ici, après, on prend un peu tout ce qui rentre. Et on a pu aller vite parce qu'on a dit qu'on standardisait au maximum et on réutilisait du reste partout. Donc en standardisant, et d'ailleurs maintenant on a des gens qui, au lieu d'aller consommer par exemple une application qui est ici directement, ils utilisent nos serveurs parce on a créé un standard dans l'entreprise pour consommer certains services. Donc, et vraiment avec des standards ici type Java ou autre, et ici côté Liferay du reste, ça se consomme tout seul, quoi. Parfait, ouais. Merci. Juste une question, un point, ça fait partie des 2 mois la conception de ces interfaces, etc. Ah oui, ça fait partie des 2 mois. Oui. En fait, donc on a commencé au mois de janvier, le pilote était dispo au mois de mars, on n'avait pas déjà toutes les interfaces, on avait tout ce qui est incident, base de connaissances, tout ce qui est arrivé, A7 est arrivé après par exemple, mais c'est des A7, je crois que ça a pris peut-être 3 semaines avec une personne. On n'avait qu'une personne là-dessus. Pour toutes les interfaces. Oui, puisque l'équipe n'est pas très grande, hein, enfin... Non, on a fait ça avec 2 développeurs et la personne qui faisait les interfaces. Une aide chef de projet, 2 développeurs, la personne qui faisait les interfaces et Véronique est chef de projet. Non, on avait budget réduit sur le sujet. Oui, et on a comparé par rapport à ce qui se faisait d'autre sur le marché. C'est-à-dire on a comparé par rapport à on allait prendre une solution ITSM avec un portail ITSM d'un grand vendeur ou faire par nous-mêmes en se basant sur l'open source. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce projet, en fait, alors il y en avait déjà eu un avant, mais qui n'était pas pour la totalité des utilisateurs. Celui-là, ça se voulait vraiment pour montrer qu'on était capable de faire ça dans un laps de temps réduit, avec pas open bar sur les budgets, des nouveaux modes de travail. Donc, on savait que peut-être qu'on allait échouer. Enfin, notre management savait que c'était pas gagné, mais on avait ce challenge-là. C'était vraiment pour prouver qu'on arrivait à le faire. J'ai obligé de rajouter un truc qui peut paraître aussi surprenant. En fait, dans l'équipe, on a 2 personnes en Inde sur le site de Bangalore. Oui. Et en fait, elles sont arrivées au mois de mars. Puisqu'en mars, on est parti 15 jours sur le site de Bangalore pour les former. Donc je ne les ai pas comptés dans le nombre de développeurs, mais sachant qu'ils travaillent à distance, qu'ils ont été formés au mois de mars, on va dire que ça a mis bien 3-4 mois à les avoir en mode opérationnel. Donc ils ont commencé vraiment à livrer, pas pour la release de juin, mais pour ce qui est arrivé après dans les change notes, dans les demandes d'évolution mineures. Oui. Bonjour. Vous avez souligné
le rôle de l'open source comme des choix open source et d'une démarche open source dans les facteurs de succès de votre opération. Concrètement, au plan pratique, on a vu qu'il y avait un certain nombre de développements de portlets ou autres qui avaient été mis en œuvre. Est-ce que les développements réalisés sous votre égide dans le cadre du projet sont reversés quelque part dans la communauté ? C'est une bonne question. On était avec l'éducation nationale hier et on nous a posé la même question parce qu'on a parlé open source. C'est un peu plus compliqué pour nous en tant qu'industriels puisque on a on est très regardant sur la propriété intellectuelle. Voilà. Donc c'est plus compliqué. On va plus le pratiquer la démarche open source dans la manière de travailler en interne et dans la manière de travailler avec l'éditeur. Et la preuve, c'est que je suis ici. Steve pourra, donc c'est la personne avec qui on a travaillé côté Liferay. On a été très en contact avec lui, on a beaucoup échangé sur ce qu'on a fait. C'est plutôt dans la manière de travailler. L'échange au niveau communautaire est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas distribuer du code sur lequel nous, Airbus a financé, c'est beaucoup plus complexe. On arrive à le faire sur certains projets. Je vais donner un exemple. Il y a dans la fondation Eclipse, il y a la fondation Polar 6 qui est hébergée dans la fondation Eclipse, dont Airbus est un des membres fondateurs. Et là, Airbus fournit du code et participe pleinement à cette fondation-là. À la taille de notre projet, c'est sur une fondation sur Polar 6 dans Eclipse, sur tout ce qui est en réel. À la taille de notre projet, si vous voulez, c'est trop complexe à mettre en œuvre juridiquement par rapport à l'apport qu'il y a à avoir derrière. Par contre, dans les manières de travailler avec le fournisseur, et pour nous, c'est très important. C'est plus important. Enfin, pour nous, c'est ce qui est le plus important en tant qu'industriel. Quelqu'un là. Ouais. C'est fini ? Alors, une dernière question. Vous en avez deux. J'en ai plus que deux. Allez, on négocie. Deux dernières, Rachel. On va être rapide. Deux dernières et on est rapide. Bonjour. Ma question, c'est juste pour savoir si vous avez prévu de passer sur la version DXP de Liferay. Alors, non. Je préfère prévenir. Alors, juste pourquoi parce qu'en fait, la gestion de l'obsolescence chez nous est quelque chose de très complexe. Voilà. Vous avez vu le nombre de serveurs, il y en a 13 000. Donc quand on a un OS qui est obsolète, et on a encore des vieux Windows qui traînent chez nous. Hein. Du DOS, il y en a encore, parce que vous avez une machine-outil, elle fonctionne sous DOS, elle est là, elle marche, et bien on peut pas faire évoluer. Et en fait, pourquoi je parle de gestion d'obsolescence ? Parce que c'est vrai qu'à un moment, on va être obligé de le faire, mais on l'a pas encore prévu. C'est vraiment quand on sera un peu, pas dos au mur, mais on va commencer à le prévoir. Voilà. Mais pour l'instant, non, c'est pas un des sujets qu'on a commencé à regarder. Bonjour et merci pour votre présentation. J'ai une question en ce qui concerne votre politique de déploiement. Vous avez dit que vous préfériez arrêter pendant une demi-heure et puis après redémarrer le système. Mais concrètement, comment vous pratiquez ? Vous utilisez des outils de déploiement comme Puppet ou Ansible. Vous travaillez avec Red Hat, donc c'est peut-être Ansible. Comment vous faites et par rapport à l'architecture que vous avez là ? En fait, l'outil que vous venez de citer, c'est pour celui-là que je vais aller la semaine prochaine au Red Hat Summit pour témoigner. Oui. C'est l'outil de Red Hat, puisque Red Hat a racheté Ansible l'année dernière. Oui, on utilise cet outil pour faire nos déploiements. Et sur Ansible, je ne peux pas parler d'agent, parce qu'il n'y a pas d'agent. Hein. Il y a un serveur Ansible qui est connecté à l'ensemble de la plateforme avec un playbook qui va orchestrer le déploiement. Voilà. On a mis en place cette méthode de fonctionnement, je peux en parler librement, c'est une solution qu'on a choisie chez Airbus, que nous on a testé sur l'ensemble de nos applications, puisqu'on fait du DevOps, et l'autre application par exemple qui s'appelle eTop, tous nos déploiements se font automatiquement, c'est connecté au guide, tout le déploiement se fait automatiquement via Ansible, via un outil qui s'appelle Tower, donc la partie graphique de Ansible, et on déploie certaines. Celle-là, c'est un peu plus long parce qu'il y a certaines choses qu'on est obligé de faire manuellement, des vérifications que nous on préfère faire. Sur l'autre application qu'on a qui s'appelle eTop, qui est la gestion de la CMDB chez nous, en moins de 5 minutes on fait le déploiement. Alors qu'avant, ça nous prenait une bonne demi-heure, 45 minutes. Maintenant, en moins de 5 minutes. Et ça nous a permis, par exemple, d'automatiser les déploiements et de les faire par nos équipes en Inde en toute sécurité, puisqu'on se dit, ils ne peuvent pas se planter, enfin, clique sur le bouton et c'est fini, quoi. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. Merci.